Bonjour, chers élèves. Dans le cadre d'une étude de texte, aujourd'hui on va voir un extrait d'Antigone. Cette scène, elle est très importante dans la mesure où, si on la comprend bien, on comprendra toute la pièce. Cet extrait qu'on va étudier, c'est celui qui se trouve au tout début de l'œuvre. C'est la première scène, celle du prologue. Passons à la lecture. Décor. Un décor neutre. 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous qui sommes là, bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit « oui » avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là-bas, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Œdipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Œdipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre
et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul. Seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Antigone entr'ouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. Passons maintenant à l'étude de notre scène. Comprenons ce qui se passe dans cette scène. Si je vous pose la question suivante, où se situe cette scène par rapport à toute l'œuvre? Que répondriez-vous? Bien sûr, c'est le tout début de l'œuvre. Et si je vous demande, qui est ce personnage qui parle sur scène? Que répondriez-vous? Eh bien, tout simplement, c'est le prologue.
Mais ce qui est judicieux à se poser comme question, le prologue joue-t-il dans l'histoire? Autrement dit, est-il vraiment un personnage dans l'histoire? Bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette scène? Bien sûr, il ne fait que présenter les personnages et donner au spectateur un aperçu sur l'histoire d'Antigone. Mais à qui s'adresse-t-il en utilisant ce vous dans la scène et donner ce synopsis ou cet aperçu sur l'histoire d'Antigone? Au spectateur, évidemment. Il n'y a personne d'autre devant lui que les spectateurs. Alors, que fait ce prologue en ce qui concerne les autres personnages qui sont sur scène ou qui ne sont pas sur scène? Mais c'est évident, il les présente aux spectateurs. Comment appelle-t-on donc cette première scène d'une pièce de théâtre? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la scène d'exposition. On expose les personnages et on les présente aux spectateurs. Mais quelles informations et quels événements nous donne-t-il concernant ces personnages? Bien sûr, comme on l'a vu dans le mythe d'Œdipe, c'est l'histoire d'Antigone et de sa famille jusqu'à sa mort inévitable. Mais pour quel but le prologue fait-il cela? Tout simplement pour orienter le spectateur vers une bonne compréhension de la pièce. Maintenant, on va étudier les paramètres de situation, c'est-à-dire le décor et les personnages eux-mêmes. Nous allons voir maintenant ce que montrent les didascalies au début de la scène. Regardez bien ces didascalies. On présente bien sûr le décor en premier lieu. Essayons de détecter ce décor. Lequel? C'est-à-dire il se compose de quoi? Et comment il est? Regardez bien. Un décor neutre. Trois portes semblables. Et un rideau qui se lève. Comme on vient de le voir tout à l'heure, c'est juste trois portes, un décor neutre. Ce qui montre que c'est un décor qui est très très simple, terre à terre. On s'attendait au contraire de voir un décor de luxe et de richesse pour une famille royale.
Ce prologue présente-t-il seulement le décor? Qui présente-t-il d'autre que le décor dans ces didascalies? Regardez bien. Tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Que remarque-t-on? On remarque que les didascalies nous montrent juste la présence des personnages non spécifiés sur la scène, occupés à faire leurs activités. C'est-à-dire on ne donne ni nom, ni relation, ni rien du tout. Elle montre également que le prologue se détache des personnages et il s'avance vers les spectateurs pour parler bien sûr avec les spectateurs comme dans un monologue.